Bonjour à tous. Je voudrais remercier, comme, comme les chercheurs qui sont intervenus ce matin, l'organisation de cet événement par Laura et Nathalie. Je suis très contente de participer à cette journée, d'autant qu'en fait, je vois des points de contact finalement entre nous, malgré des objets très différents. Donc, c'est très stimulant. Je vais donc vous parler d'une petite maison d'édition, la William R. Scott Inc. J'ai mis le Inc. Incorporated, donc en anglais, qui donne le côté, comment dire, très établi de la chose. C'est vraiment, comment dire, 3 lettres qui estampillent en fait l'existence légale d'une institution. Et je trouvais ça intéressant de le mettre en lien avec ce qui relève de la marge. Et je voulais aussi dire que j'avais été très sensible ce matin à l'introduction de la journée parce que, encore une fois, hier, je me posais la question de mais comment je vais faire mon introduction dans le sens où, en fait, je travaille sur l'album qui est un livre en soi, finalement. Donc, est-il vraiment à la marge comment je vais amener cette présentation. Et en fait, bien sûr qu'il y a un argumentaire derrière, dont je vais vous parler, mais c'est vrai que j'ai dû me repositionner quand même vis-à-vis de cette posture. Donc, oui, l'album pour enfants est bien un livre, il peut être broché, relié, mais toutefois, il reste encore aujourd'hui un objet, un livre plutôt maîtrisé en comparaison de ce qu'on appelle la littérature dite blanche, donc la littérature générale. Il y a des images, donc on est plutôt sur un livre de seconde zone, peut-être un demi-livre, parce qu'il y a des images, on n'est pas en plus dans le livre illustré, c'est encore autre chose. Et du coup, je reprendrai une formule que j'ai entendue ce matin chez l'un d'entre vous. Est-ce qu'on est vraiment face à un livre ou un non-livre, justement? Est-ce que ce ne serait pas finalement tout autre chose concernant l'album pour enfants? De même, en histoire de l'art, l'album pour enfants est encore peu en fait étudié. C'est une production finalement peu sophistiquée, à usage éphémère, en effet. Et puis surtout, il y a un public qui mord et qui gribouille et qui empêche finalement, comment dire, le prestige d'une belle conservation. Donc, il y aurait quelque chose qui aurait à voir avec le rebut, pour faire référence à Walter Benjamin, qui a été évoqué ici et là ce matin. Donc, il y a quelque chose dans l'album pour enfants, d'ailleurs, un objet qu'aimait beaucoup Walter Benjamin, de l'ordre, en effet, de cet objet un petit peu à part, vraiment en marge, et donc pas vraiment livre. Et pour cela, je propose de revenir peut-être à la définition de ce qu'est un album. Et pour cela, je vous propose en fait la définition extraite de l'ouvrage Album de Sophie van der Linden, qui est une spécialiste de l'album. Et là, je vous ai fait une photo de la définition. Donc, elle présente ici et qui en fait se réfère à celle du Centre national des ressources textuelles et lexicales. Alors donc, concernant l'album, ce serait donc un espace enduit de plâtre où l'on inscrivait ce que l'on voulait porter à la connaissance du public. Ce serait un petit cahier blanc des voyageurs destiné à recevoir des autographes ou des sentences, ou encore un ensemble de feuillets reliés destinés à recevoir des collections de toutes sortes où l'on consigne des souvenirs. Alors oui, du coup, l'album serait bien un imprimé de la marge, en ce sens, en effet, de rebut, de choses où on peut une surface sur laquelle on pourrait inscrire de nombreuses choses, d'où sa place naturelle dans des arborescences plutôt en effet de nature anglophone, comme les print studies ou les visual studies. Et d'ailleurs, je vais baser ma présentation sur une définition d'une américaine, tant qu'à faire, Barbara Bader,
qui est l'autrice d'une anthologie de l'album américain. L'ouvrage en question s'intitule American Picture Books from Noah's Ark to the Beast Within, et il a été publié en 1976. Et je vous propose la traduction de sa définition de l'album. Donc l'album en anglais Picture Book, un album, alors je cite, un album, c'est du texte, des illustrations, c'est une fabrication à part entière. Objet artisanal et produit commercial, document social, culturel et historique. Et avant toute chose, il constitue une expérience pour l'enfant. Et justement, durant l'entre-deux-guerres, la maison William R. Scott en est tout à fait un exemple, donc nord-américain. Et je vous propose en fait de voir comment cette maison, par le biais de l'imprimé, émancipant dans la marge l'album pour enfants de son aspect strictement prescripteur. Il s'agit donc de rendre compte comment cette maison a été un terrain d'expérimentation, fait de collaboration d'artistes, d'illustrateurs, de pédagogues, d'imprimeurs, de graphistes et d'éditeurs. Pour cela, je vais vous proposer une réflexion en paliers. Je vais commencer par une mise au point contextuelle entourant la création de cette maison d'édition. Ensuite, il y aura un deuxième axe qui sera orienté sur la voix et le son comme matériaux créatifs pour cet imprimé de l'enfant. Et ensuite, ces deux axes, je vais les mutualiser pour qu'ils nous servent enfin de repères et faire émerger en fait la proposition graphique de cette petite maison d'édition à partir d'une étude comparative entre deux albums. Donc, j'ai intitulé cette première partie « Quand l'imprimé s'invite à la maternelle ». Et vous voyez là, en fait, la couverture du premier catalogue de la William R. Scott, justement. Et ce titre, en fait, c'est un petit clin d'œil à l'introduction de ce catalogue, dans laquelle, en fait, dans l'introduction, vous avez Scott qui fait une très jolie mention. Et parlant de... Je retrouve ma phrase. Un éditeur qui se rend à l'école maternelle. Voilà, donc je voulais insister sur ce parallèle justement entre l'imprimé et les enfants. Et je vous propose pour commencer, avant de vraiment rentrer, je dirais, dans la maison même, de faire un petit panorama contextuel et visuel de l'offre éditoriale jeunesse du début du XXe siècle. Donc, pour situer un petit peu ce qu'il en est de ce qu'on pouvait proposer aux enfants. En fait, aux États-Unis, au début du XXe siècle, on se cale encore beaucoup sur l'offre britannique. On est donc encore beaucoup dans des histoires de contes de fées, de comptines, d'histoires animalières. Donc, vous avez là une image de Béatrix, une illustration de Béatrix Potter, Walter Crane avec son influence très dans l'ornement, très précieux, un nouveau. Et on a aussi Kate Greenaway qui a un style un peu plus sentimentaliste. Mais à cette même époque, on a aussi une littérature américaine pour enfants qui émerge, notamment The Wonderful Wizard of Oz, avec des illustrations en aplat de William Wallace Denslow. On a également aussi une adresse aux enfants dans les comic strips avec Little Nemo, qui est donc publié dans des journaux. Et on a Winsor McCay, donc l'auteur de Little Nemo in Slumberland, qui explose en fait les propositions du comics avec voilà, des jeux sur les échelles. Et on a aussi quelques albums américains qui se distinguent, comme The Square Book of Animals, le livre carré des animaux, illustré par William Nicholson, et qui sera même récompensé à l'Expo universelle de 1900. Et on a aussi l'univers farfelu de Peter Newell,
avec le livre troué, où en fait, il joue carrément sur la forme même du livre, où vous avez un trou sur le livre même et qui en fait est mis au service d'une narration où en fait on voit défiler les conséquences d'un trou chez plusieurs personnages. Voilà pour ce contexte. J'en arrive maintenant à un contexte, je dirais, plus de l'ordre de la pédagogie, car au même moment, en fait, on a donc une circulation de nouvelles pensées pédagogiques, certaines, bien sûr, ayant déjà été initiées à la fin du XVIIIe siècle, au début du XIXe, comme Froebel ou Pestalozzi, Montessori, du coup, pour le plus récent, début XXe. Et toutes ces idées, en fait, viennent alimenter des idées progressistes sur le statut de l'enfant, mais aussi sur sa relation au livre qui lui est destiné. Et du coup, se mettent en place de nouvelles pistes de réflexion sur le livre, notamment sur les formes, les couleurs et la prise en compte de l'environnement immédiat des enfants. Et c'est dans ce contexte, en fait, que va se placer notre maison d'édition, la William R. Scott. Mais avant d'en parler, il me faut encore contextualiser un peu plus dans ce qui relève de la pédagogie, puisqu'en fait, cette maison est intimement liée à une école qui a été créée en 1916, the Bureau of Experimental Education, qui a donc été créé, qui a été aussi nommé The Bureau, qui a été créé en 1916 et qu'on connaît en fait plus facilement aujourd'hui sous le nom de la Bank Street School. Elle est située à New York et elle est considérée comme pionnière, influencée par les pensées de John Dewey et William James. Donc l'influence de la philosophie dite pragmatique. La fondatrice de cette maison, Lucy Sprague Mitchell, a un principe très novateur, inspiré donc de ces deux penseurs, qu'elle surnomme le here and now, donc le principe du ici et maintenant. Et elle en fait un manifeste pédagogique, dont vous voyez donc ici un extrait, qui a été publié en 1921 et qui en fait propose en fait une sorte de manifeste pédagogique où en fait elle établit clairement que toute son éducation, enfin tout le propos éducatif qu'elle propose repose vraiment sur l'observation directe des enfants dans leur environnement immédiat. Et c'est dans ce contexte en fait que va se créer la maison William R. Scott. Mais il faut encore passer par d'autres étapes. Donc, il y a plusieurs étapes, encore une fois. Donc, en 1937, on a donc Lucy Sprague Mitchell qui décide de créer un laboratoire d'écriture, le Writer's Lab. Elle le crée en 1937. À partir de là, ce laboratoire, elle décide en fait d'en faire une sorte d'expérimentation où des enseignants de l'école, qui sont en fait aussi auteurs, vont collaborer avec des artistes de tous horizons et qui n'auraient jamais eu de commande éditoriale auparavant. Donc c'est un principe complètement inédit. Et en 1938, elle propose à un couple d'éditeurs, Ethel et William Rufus Scott, le fameux William R. Scott, de se lancer en fait dans la proposition d'un catalogue pour enfants. Et là, nous sommes en 1938. La méthode de fabrication est vraiment révolutionnaire dans le sens où en fait, elle repose sur le test des manuscrits auprès des enfants. Le texte est écrit, les illustrations sont présentes, on le montre en classe, on le lit à haute voix. Et en fait, on définit déjà le ciblage des âges. C'est aussi quelque chose de très nouveau. L'idée de Scott est en fait de cibler par tranche d'âge, ce qui ne se faisait absolument pas avant. Donc ce test lui permet en fait d'évaluer à peu près sur quelle tranche d'âge il peut se permettre de proposer tel ou tel album. Et concernant cette maison, en fait, il va y avoir un personnage important qui est la petite protégée en fait de Lucy Sprague Mitchell, qui se nomme Margaret Wise Brown, qui est enseignante à ce moment-là
et qui va aussi devenir une autrice très reconnue, et qui est d'ailleurs considérée comme l'une des plus grandes autrices américaines, qui va être non seulement donc à la tête de ce laboratoire d'écrivains pour enfants, mais qui va aussi avoir une autre casquette, celle d'éditrice, de publisher, au sein de la maison, je vais l'appeler la maison Scott pour aller un peu plus vite. Et en fait, son empreinte va être déterminante. J'en arrive à ma deuxième partie, que j'ai intitulée Voix et marques de fabrique. Et j'ai proposé, bien que je parle de voix, de donner aussi du coup des visages aux voix que je vais évoquer, puisqu'en fait, il y a beaucoup de femmes au final dans tout cela. Et je trouvais qu'il y avait quelque chose de très symbolique aussi d'avoir une entité voilà, avec un nom masculin, et aussi de bien relever que beaucoup de femmes avaient contribué comment dire, à la spécificité de cette maison. Vous avez donc sur la gauche un portrait de Lucy Sprague Mitchell, la fondatrice de la Bank Street School. Vous avez ensuite William Rufus Scott, l'éditeur. En dessous, certainement la plus connue, Gertrude Stein. J'expliquerai par la suite, mais comment elle pu trouver sa place dans l'album pour enfants. Et enfin, tout en bas, à droite, nous avons Margaret Wise Brown, autrice et éditrice. Alors, ce qu'il faut se remémorer avant tout, c'est que dans ce monde de l'imprimé du début du XXe siècle, on est quand même dans un monde de l'imprimé dominé par les hommes, tandis que les femmes sont plutôt légion dans les domaines de l'enseignement et des bibliothèques, donc plutôt dans des domaines orientés sur l'apprentissage et le storytelling, donc plutôt ce qui est de l'ordre du racontage et de l'oralité. Et là, on a, dans ce contexte professionnel et des mentalités, Margaret Wise Brown qui s'installe et se déplace avec aisance. Elle est consciente à ce moment-là de l'hégémonie qui domine l'édition jeunesse de son temps. Le premier secteur jeunesse, d'ailleurs, en édition a été créé en 1919 aux États-Unis, pour les États-Unis, avec les éditions Macmillan, donc tout est encore très, très frais. Et Margaret Wise Brown s'impose, et sans doute que son travail d'autrice y est pour beaucoup. Elle s'impose auprès de William Rufus Scott, auprès de négociations techniques, donc comme les styles de police, et l'impression en quadrichromie au lieu de la bichromie, qui coûte beaucoup moins cher. Elle a une implication donc très exigeante dans la fabrication, motivée par une sensibilité aux arts visuels dans le modernisme. Et aussi, elle est influencée par donc une grande figure de ce courant, Gertrude Stein. Je vais donc devoir redérouler un petit peu en arrière. Il y aura beaucoup d'allers-retours dans ce que j'ai à dire parce que tout est intimement lié. Donc, c'est compliqué en 20 minutes, mais je vais faire au mieux pour que ça paraisse le plus clair possible. Donc, Gertrude Stein a suivi les cours de William James avant de devenir une mécène de renom. Elle a donc suivi les cours de James, sans doute à la même période d'ailleurs que Lucy Sprague Mitchell. Elle a été très sensible au concept de stream of consciousness, le flux de conscience de James, et ça va beaucoup marquer son écriture, comme tout un ensemble d'écrivains américains d'ailleurs. Dans son écriture, elle va donc repousser radicalement les limites grammaticales, linguistiques. Elle va garder comme style d'écriture l'idée d'une variation d'un motif, d'un élément comme ça insistant qui doit revenir en mouvement, une sorte de logorée avec une absence de ponctuation, des litanies et un présent continu. Et d'ailleurs, sa formule la plus célèbre est celle-ci. A rose is a rose is a rose is a rose. Et je vous en fais par là parce qu'en fait, ça va encore une fois avoir un impact considérable sur la maison d'édition en question. Et nous sommes là, donc, au début des années 30,
Margaret Wise Brown assiste à une des conférences de Stein à New York, et c'est la révélation. Elle qui n'avait pas vraiment un style qui perçait, elle n'y était pas encore d'ailleurs au tout début des années 30 à la Bank Street School. Elle a une révélation et il va y avoir une boucle virtueuse qui va se mettre en place, vertueuse, désolée pour le calque, qui va se mettre en place dans le sens où il va s'avérer que durant son travail d'éditrice, elle va réussir à convaincre Gertrude Stein de collaborer avec la maison Scott. Ce qui m'amène maintenant à vous parler plus précisément justement de 2 albums qui vont comment dire, mettre en perspective un peu cette singulière alliance entre oralité, graphisme et imprimé. Pour cette 3e partie, je vous ai donc mis une illustration extraite du livre, de l'album de Gertrude Stein et de Clement Herb, dont je reparlerai dans quelques minutes. The World is Round. Et il y avait donc un petit clin d'œil que je faisais donc entre cette précédente image, j'espère qu'elle va revenir. Voilà, donc j'avais illustré donc cette formule de Gertrude Stein avec une image de son seau à cacheter, donc vous pouvez voir dans le rond que la formule est reprise. A rose is a rose is a rose. Et qu'on retrouve dans cette formule très circulaire et avec un personnage en plus qui s'appelle Rose. Voilà. Et je propose en l'occurrence là de faire une petite mise en contexte de ce qui relèverait plutôt en fait de la technique de la voix, dans le sens où en fait mon propos est vraiment d'être dans ce rapprochement entre oralité et imprimé. Donc au carrefour de la fin du 19e siècle et du premier quart du 20e siècle, la technique devient un instrument performatif d'une pensée de la voix. C'est un objet de transposition et de reproductibilité technique. On a le téléphone, le phonographe, la radio, et puis il y a aussi le cinéma. Bien sûr, à partir de 1927, le son apparaît, et en 1937, on a les productions Disney qui sortent en salle, Blanche-Neige et les 7 nains, premier long métrage sonore et en couleur. Dans cette même période, donc dans les années 30, on a des progrès techniques grâce au offset, avec ces rouleaux qui permettent, plusieurs rouleaux comme ça, qui permettent une impression à bas coût. Et à partir de là, l'ambition de William R. Scott est donc claire. Fabrication des livres pour enfants avec des âges ciblés dès 2 ans. L'album devient un territoire d'exploration, une surface imprimée. Le monde des sens, des sons et des odeurs devient vraiment tout un ensemble en fait de matériaux graphiques. On peut notamment le voir, je pense que le plus symbolique en fait est cet ouvrage, The Noisy Book, voilà, le livre bruyant, le livre des bruits, paru en 1939, dans lequel vous pouvez voir, donc l'histoire est de Margaret Wise Brown sur un dessin de Léonard. Entendu, je vais aller un peu plus vite. Sur un dessin donc, de Léonard Vesgard. Donc là, on est quand même dans quelque chose où, comme vous pouvez le voir, on a un dessin et des couleurs et des styles de police en fait qui se mettent en écho avec le dessin, et ça va être décliné sous plusieurs titres. On aura aussi les bruits de la campagne, etc. Je vous propose donc 2 exemples d'albums bien précis sur lesquels je vais faire ce parallèle justement entre imprimé et oralité. Si j'arrive à faire avancer. Alors, je vous propose 2 exemples. Le Petit Pompier de 1938,
de Margaret Wise Brown et de Esfir Slobodkina, et qui en fait est tout à fait révolutionnaire, dans le sens où en fait, il va y avoir tout un jeu qui va se mettre en place avec une symétrie entre deux personnages, un grand et un petit pompier. Étant donné que je n'ai pas beaucoup de temps devant moi, je pense que je vais passer directement à une citation d'un éditeur français qui a réédité d'ailleurs Le Petit Pompier. Voilà. Et qui explique très bien le côté révolutionnaire de cet album. Je vous laisse découvrir la citation. Suivant les préceptes de la nouvelle typographie, Slobodkina, arrivé aux États-Unis la même année que le Futura, donc style de police, va composer le texte en blocs géométriques intégrés à des images, elles-mêmes largement construites avec des cercles, des triangles et des rectangles. Alors que l'usage est, et pour encore longtemps, de placer le texte sous l'image ou sur une page, en regard, quel que soit le style de l'auteur ou le sujet du livre, l'artiste produit ici une œuvre dont aucun des éléments formels ne lui échappe et qui donne tout son propos, qu'elle et Margaret Wise Brown développent dans cet album, parler de la façon la plus juste aux petits enfants. Il s'agit là de Loïc Boyer, qui en plus est designer graphique, outre le fait qu'il est éditeur de réédition. Donc voilà pour l'illustration concernant donc, Le Petit Pompier. Je vous propose également le visuel de The World is Round de Gertrude Stein, illustré par Clement Hurd, qui a été l'élève de Fernand Léger, en l'occurrence, et qui a été l'auteur de pas mal de peintures murales. Et là, en fait, s'est posé aussi plusieurs questions. La couleur du papier, le style de police. Comme je vous l'ai dit, le style de Stein est, comment dire, un style très fleuve, très coulant. Et pour avoir une posture qui contiendrait un peu le texte, Scott, en fait, a utilisé une police particulière qui était un peu laissée de côté, là où le Futura était alors à la mode dans les années 30. C'est le Memphis, ce qui a permis comme ça d'imposer un texte qui n'était pas facile à lire tout en ayant comment dire, une image très, très en courbe, très aérée de Curd. Je vais donc conclure parce que malheureusement j'ai pris un peu plus de temps que prévu. Donc, ce que je voulais dire, c'est qu'en fait, concernant cette démarche en fait, de cet album, on a donc une proposition nouvelle qui rapproche l'oralité et l'imprimé. Ce qui est tout à fait novateur, c'est qu'en fait, on est sur quelque chose en réseau, en écho aussi avec une dramaturgie de l'espace et du temps qu'on retrouve dans l'album pour enfants et qui vient en fait mettre en place les premiers jalons de l'album moderne et proposer finalement ce qui relève d'un langage iconotextuel et d'un nouveau rapport du texte à l'image au-delà des mots. Je vous remercie.